Je m'appelle Matteo Del Valle. Et voici Realidad Prohibida. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous demander quelque chose. Trouvez un miroir. Regardez-vous dans les yeux. Demandez-vous quelle est la profondeur du silence que vous gardez. Nous en avons tous un. Le mien ce soir a un nom et un prénom. Il s'appelle Ramirez. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des monstres des contes de fées. Il n'y aura ni fantômes, ni démons à cornes. L'horreur dont je vais vous parler est plus simple, plus proche. C'est l'horreur qui respire à vos côtés dans la file d'attente du supermarché. Celle que vous croisez dans la rue et qui vous fait baisser les yeux. C'est l'horreur qui sent la poussière, la vieille sueur et la peur stagnante. Nous partons pour Sonora, dans un endroit qui ne figure pas sur les cartes touristiques. Un point oublié dans le désert, où le soleil ne réchauffe pas, mais punit. Où la terre est aussi craquelée que la foi de ses habitants. Là, au bout d'un chemin que personne n'emprunte, se trouve une maison. Elle est toujours debout, comme un squelette rongé par le temps et la honte. Les murs en adobe sont décolorés. Le toit en tôle rouillée ressemble à une plaie ouverte contre le ciel bleu et cruel. Les fenêtres n'ont pas de vitres, n'ont pas de... Elles sont recouvertes de morceaux de carton et de vieux chiffons cloués avec des clous rouillés. Ce sont des yeux aveugles. Des yeux qui ont trop vu et ont décidé de ne plus voir. Si vous vous abonnez à cette chaîne, ce n'est pas pour vous divertir. C'est pour vous souvenir. Pour que la prochaine fois que vous entendrez un cri dans la nuit, vous n'augmentiez pas le volume de votre téléviseur. Pour que vous compreniez que le silence est parfois le son le plus terrifiant qui soit. Faites-le maintenant. Rejoignez cette réalité que tout le monde refuse de voir. L'histoire de la famille Ramirez n'a pas commencé par un crime. Elle a commencé par un secret chuchoté de mère à fille, de père à fils, un pacte de sang et de silence qui s'est transmis comme se transmet la couleur des yeux ou la forme des mains. Une malédiction qui n'avait pas besoin de sorcellerie, seulement d'obéissance. Les gens du village le savaient, bien sûr qu'ils le savaient. Dans les petits villages, tout se sait. On sait qui doit de l'argent aux commerçants, on sait qui trompe sa femme, et on sait quelle maison sente le pourri à l'intérieur. Mais savoir n'est pas la même chose que parler. Parler est dangereux. Parler attire l'attention. Et dans ce coin de Sonora, l'attention des étrangers n'apporte que des problèmes. Alors les gens se taisaient. Ils se taisaient quand ils voyaient les enfants Ramirez avec leurs vêtements sales et leurs regards perdus. Ils se taisaient quand ils les voyaient maigrir de semaine en semaine. Ils se taisaient quand, les nuits de vent, ils juraient entendre des pleurs qui n'étaient pas de ce monde. Des pleurs étouffés, comme ceux d'un animal pris au piège dans un puits. Le silence était une habitude, une forme de survie. Une croûte se formait sur la plaie pour que personne ne voie l'infection qui se développait en dessous. Je suis tombé sur cette histoire par hasard. Ou peut-être n'était-ce pas un hasard. Peut-être y a-t-il des fils invisibles qui nous mènent vers l'horreur que nous avons besoin de raconter. J'enquêtais sur autre chose. Une affaire foncière, ennuyeuse, bureaucratique. Je suis passé par ce village pour faire le plein d'essence. La chaleur était un monstre physique. On pouvait la sentir sur la peau, dans les poumons. L'air vibrait au-dessus de l'asphalte. Dans la petite boutique à côté de la station-service, un vieil homme édenté m'a servi. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose d'intéressant dans les environs. L'homme a ri. Un rire sec, comme des feuilles mortes. « Il y a beaucoup de choses intéressantes, jeune homme, » m'a-t-il répondu. « Ce qui manque, c'est l'envie de les chercher. » Il m'a indiqué du menton le bout du village. « Prenez ce chemin,
m'a-t-il dit. Et demandez les Ramirez. Mais ne dites pas que c'est moi qui vous ai envoyé. La curiosité est une drogue, et je suis accro. J'ai pris ce chemin de terre. Ma voiture soulevait un nuage de poussière rougeâtre qui se collait à tout. Le soleil rebondissait sur le capot et m'aveuglait. Il n'y avait rien. Seulement des cactus saguaro qui ressemblaient à des fantômes aux bras levés. Et le silence. Un silence si absolu qu'il faisait mal aux oreilles. Et puis je l'ai vue. La maison. Elle était pire que ce que j'imaginais. Elle ne ressemblait pas à une maison. Elle ressemblait à une pierre tombale. Je me suis arrêté à quelques mètres. Je suis descendu de la voiture. La chaleur m'a frappé comme un coup de poing. Je suis resté là, debout, à regarder. J'essayais de comprendre ce qui me mettait si mal à l'aise. C'était le silence. Ce n'était pas un silence normal. Il n'y avait pas d'oiseaux. Il n'y avait pas d'insectes. Il n'y avait pas de vent. C'était un silence artificiel. Un silence imposé. Comme si la vie elle-même avait peur de faire du bruit près de cette maison. J'ai ressenti une impulsion. Celle de faire demi-tour et de partir. D'oublier le nom Ramirez. D'oublier le conseil du vieil homme. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Mon cœur battait fort. Un tambour sourd au milieu de nulle part. J'ai senti un goût amer dans ma bouche. Le goût de la peur. Pas la peur d'un danger physique, mais la peur de l'inconnu. De ce qui se cache derrière les portes closes et les fenêtres murées. C'est alors que la porte s'est ouverte. Une fente. Et une petite fille est apparue sur le seuil. Elle n'avait pas plus de 8 ans. Elle était pieds nus. Ses pieds étaient couverts d'une croûte de terre et de quelque chose de plus sombre. Elle portait une robe qui avait autrefois été blanche, mais qui était désormais grise et déchirée. Ses cheveux étaient emmêlés et noués. Mais ce n'est pas cela qui m'a glacé le sang. Ce sont ses yeux. Ils étaient grands, énormes sur son petit visage mince. Et ils étaient complètement vides. Il n'y avait aucune lumière en eux, aucune curiosité. Aucune peur. Il n'y avait rien. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait vu la fin du monde et qui avait survécu. Ou peut-être pas. Elle restait là, à me regarder, sans cligner des yeux. Le soleil du désert se reflétait dans ses pupilles, mais ne les illuminait pas. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Seulement un petit souffle d'air. Puis elle leva la main, lentement, comme si cela lui demandait un effort surhumain, et il a pointé du doigt, pas vers moi, mais vers quelque chose derrière moi, vers le désert, vers le néant. Puis, aussi silencieusement qu'il était apparu, il s'est glissé dans l'obscurité de la maison. La porte s'est refermée. Le silence est revenu, plus lourd, plus dense qu'auparavant. Je suis resté paralysé. La sueur coulait dans mon dos. Mais j'avais froid, un froid qui venait du plus profond de mes os. J'ai regardé dans la direction qu'il avait indiquée. Il n'y avait rien, seulement le désert infini et le soleil implacable. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des histoires qu'on ne cherche pas. Il y a des histoires qui vous trouvent. Et une fois qu'elles vous ont trouvé, elles ne vous lâchent plus. Elles vous entraînent dans leur obscurité et vous obligent à regarder. Je m'appelle Matteo Del Valle. Et voici l'une de ces histoires. Le système l'a envoyée là-bas. Elle. Carmen Mendoza. 26 ans. Un diplôme en travail social fraîchement accroché au mur de son petit appartement loué. Une coupe de cheveux pratique. Et des yeux qui brillaient encore de ce dangereux mélange d'idéalisme et d'ambition. Elle avait grandi en écoutant des histoires de héros, de gens qui changèrent le monde par de petits gestes.
Elle s'était lancée dans le travail social, en pensant qu'elle serait l'une d'entre eux, qu'elle apporterait la justice là où il n'y avait que l'oubli. Elle ne savait pas encore que le système ne crée pas de héros. Il crée des fonctionnaires. Sa première affectation fut ce district perdu de Sonora. Un bureau avec 3 tables, un ventilateur de plafond bruyant et des montagnes de dossiers jaunis. L'air sentait la poussière, le café brûlé et les espoirs morts. Son chef, un homme appelé Ernesto, lui souhaita la bienvenue sans se lever de sa chaise. « N'essayez pas de sauver le monde dès votre première semaine, Mendoza, » lui dit-il. Ici, le monde ne veut pas être sauvé. Il veut juste qu'on le laisse tranquille. Sa première mission lui fut remise dans un dossier mince. Presque insultant, tant il était mince. Le nom, Ramirez Elena, était tapé à la machine sur une étiquette décolorée. À l'intérieur, une seule feuille, un rapport de l'école primaire du village. Absentéisme chronique. La phrase semblait aseptisée, propre, bureaucratique, comme si elle décrivait un problème technique et non la vie d'une enfant. Carmen lut les dates. Elena avait été absente pendant les 3 derniers mois. Avant cela, ses présences étaient sporadiques. 2 avis avaient été envoyés à la famille, sans réponse. Un cas de routine. De ceux qui se résolvent par une visite, un avertissement et quelques formulaires signés. Elle monta dans sa Tsuru blanche, un cadeau de fin d'études offert par ses parents. La voiture semblait déjà fatiguée, comme si le désert lui avait volé son âme. La climatisation était en panne depuis des mois. Conduire revenait à mettre la tête dans un four. Il entre l'adresse dans le GPS de son téléphone. Aucun résultat trouvé. Le village était un ensemble de maisons en adobe et de rues sans nom. Une tache de poussière dans l'immensité du désert. Il s'arrêta devant le seul magasin qui semblait ouvert. La peinture de la façade était rongée par le soleil. Un chien maigre somnolait à l'ombre, trop fatigué pour chasser les mouches. À l'intérieur, un homme au visage ridé l'observait depuis derrière le comptoir. Ses yeux étaient 2 petites pierres noires. « Je cherche la famille Ramirez », dit Carmen en essayant de paraître professionnelle. L'homme ne répondit pas. Il continua à nettoyer un verre avec un chiffon sale. Le silence s'éternisait. Gênant, pesant. « La maison des Ramirez ?» répéta Carmen un peu plus fort. L'homme posa le verre. Il soupira. Un long soupir, fatigué. « Au bout du chemin de la forêt sèche, » dit-il. Sa voix était rauque, comme la terre. Celle qui semble tomber en ruine. Il fit une pause. Personne ne va là-bas. Carmen sentit un petit nœud dans son estomac. « Merci, » dit-elle, et elle sortit de la boutique. Le chien ne leva même pas la tête. Le chemin de la forêt sèche était une ironie cruelle. Il n'y avait pas d'arbres. Seulement les squelettes de quelques mesquites qui avaient rendu l'âme depuis des décennies. La voiture grinçait à chaque nid de poule. La poussière rougeâtre s'infiltrait par les interstices des fenêtres et recouvrait tout. Une poussière fine et collante. Elle sentait la terre morte. Et puis, elle l'aperçut. La maison. La description du commerçant était loin de la réalité. Elle ne semblait pas être en train de s'effondrer. On aurait dit que le désert était en train de l'engloutir. Elle était comme une tumeur d'adobe et de tôle dans le paysage. Une offense pour les yeux. Elle se gara à une 20aine de mètres. Le moteur de la Tsuru toussa 2 ou 3 fois avant de s'éteindre. Le silence qui suivit était accablant. Carmen resta 1 minute dans la voiture, les mains sur le volant, sentant le plastique chaud et collant, regardant la maison. Pourquoi personne ne va là-bas? La question flottait dans l'air chaud. Elle prit une profonde inspiration
et descendit. La chaleur l'enveloppa comme une couverture de laine mouillée. Chaque pas sur le gravier résonnait comme un coup de feu. Elle arriva à la porte. Le bois était fissuré, décoloré par le soleil. Il n'y avait ni sonnette, ni heurtoir, seulement un trou où se trouvait autrefois une poignée. Elle frappa avec ses jointures. Le son était sourd, comme si elle frappait sur un cercueil. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Bonjour, services sociaux ?» Elle attendit. Le soleil lui brûlait la peau du cou. La sueur coulait dans son dos. Elle regarda autour d'elle. Rien, seulement le désert et le ciel. Un paysage indifférent à sa présence. Elle était sur le point d'abandonner, de retourner au bureau et d'écrire dans le rapport. Personne n'a été trouvé à l'adresse indiquée. Facile, propre. Mais alors, elle entendit quelque chose, un bruit presque imperceptible. Le bruit d'un verrou lourd, rouillé, difficile à ouvrir. La porte s'ouvrit. À peine une fente d'obscurité dans la lumière aveuglante de midi. Et dans cette fente, un visage apparut. C'était le visage d'une femme qui avait oublié comment sourire. Une peau pâle, tendue sur les os. Des cheveux foncés, négligemment attachés, et des yeux noirs, profonds, qui ne reflétaient rien. C'étaient des puits d'une douleur si ancienne qu'elle s'était déjà asséchée. C'était Esperanza. « Oui ?» dit-elle. Sa voix n'était qu'un murmure, un filet de son sans couleur, sans émotion. Carmen s'éclaircit la gorge. « Bonjour, je m'appelle Carmen Mendoza. Je travaille pour les services sociaux. Je cherche la famille Ramirez. Je viens chercher la petite Elena. » En prononçant le nom Elena, elle vit un spasme, un minuscule tremblement de la paupière gauche de la femme. Ce fut si rapide qu'elle crut presque l'avoir imaginé. « Elle est malade, » répondit Esperanza. « Elle a la toux. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée à l'école. » Le mensonge était si évident, si mal construit. Sa voix n'avait pas l'intonation d'une mère inquiète. On aurait dit qu'elle récitait un texte appris par cœur. « Je comprends, » dit Carmen, en essayant de garder un ton aimable. « Je voudrais juste la voir un instant. Pour confirmer son état, c'est la procédure. » Le mot « procédure » sonnait stupide dans sa propre bouche. Quelle procédure pouvait s'appliquer à un endroit comme celui-ci? Esperanza secoua la tête. Un mouvement lent, presque robotique. « Elle dort ? Le docteur a dit qu'elle avait besoin de se reposer. » Encore un mensonge. Carmen savait qu'aucun docteur ne s'approchait jamais de cet endroit. « Je ne serai pas longue. Juste une minute. » La femme ne répondit pas. Simplement, l'obscurité dans la fente devint totale. La porte se referma, et Carmen entendit le bruit du verrou. Cette fois, il se glissa en place avec une finalité terrifiante. Carmen resta là, la main à moitié levée. Sentant le soleil sur son visage et un froid inexplicable dans sa poitrine. Elle appuya son front contre le bois rugueux de la porte. Il était chaud. Il brûlait, mais pas autant que l'humiliation et l'impuissance qu'elle ressentait. Elle retourna à sa voiture. Elle s'assit. Ses mains tremblaient. Elle prit son carnet et son stylo. Elle voulut rédiger le rapport. La mère refuse de coopérer. Attitude évasive. Les phrases toutes faites de la bureaucratie. Mais il n'y parvint pas. À la place, il dessina une casa, une maison aux fenêtres barrées, et une porte avec un gros verrou. Et à côté de la maison, il écrivit un seul mot. Pourquoi ? Carmen n'était pas une lâche. La bureaucratie pouvait l'épuiser. Le soleil pouvait l'épuiser.
Mais l'image de ses yeux vides dans la fente de la porte était devenue une épine plantée dans sa conscience. Une épine qui lui faisait plus mal à chaque fois qu'elle essayait de l'ignorer. Le protocole disait qu'elle devait attendre, qu'elle devait envoyer un autre avis, qu'il devait transmettre l'affaire à son supérieur, Ernesto. Mais le protocole était sans cœur, et celui de Carmen battait avec une fureur froide et déterminée. Elle retourna au village, pas dans sa Tsuru blanche, que tout le monde reconnaissait désormais. Elle emprunta la vieille camionnette d'un cousin. Une Ford délabrée, de la même couleur rougeâtre que la poussière de la route. Parfaite pour passer inaperçue. Elle arriva à la tombée de la nuit, quand le désert exhale la chaleur du jour et que l'air redevient respirable. Quand les ombres s'allongent et se confondent avec les peurs, elle se gara loin de la maison. Dans un virage de la route, derrière les restes d'un enclos abandonné. Elle mit une casquette et une veste sombre. Elle se sentait comme une voleuse. Peut-être l'était-elle? Elle était sur le point de voler un secret dans cette maison. Elle marcha en silence. Ses bottes ne faisaient presque aucun bruit sur la terre meuble. Son cœur battait à tout rompre dans ses tempes. Chaque craquement d'une branche, chaque battement d'aile d'une chauve-souris la faisait sursauter. La peur était un animal vivant qui lui grimpait dans le dos. Mais elle continua d'avancer. La maison était plongée dans l'obscurité. Une silhouette noire se détachait sur un ciel rempli d'étoiles indifférentes. Elle ne s'approcha pas par devant. Elle contourna la propriété, collée à la clôture en fil de fer barbelé rouillé, à la recherche d'une entrée, d'une faille dans la carapace de silence qui la protégeait. Elle la trouva à l'arrière. Une petite fenêtre, presque au niveau du sol, probablement celle de la salle de bain ou d'un cellier. L'un des cartons qui la recouvraient était détaché. Il bougeait sous la légère brise nocturne, créant une petite ouverture, une invitation. Carmen s'agenouilla sur le sol poussiéreux. Elle ignora l'odeur d'urine et d'ordures qui émanait d'un coin de la cour. Elle approcha son visage de l'ouverture. Elle retint son souffle. Et elle regarda. L'obscurité à l'intérieur était presque totale. Mais ses yeux s'habituèrent peu à peu. Elle commença à distinguer des formes. Des toilettes sans couvercle, des murs tachés d'humidité. Et sur le sol, quelque chose bougeait. C'était une main, une petite main. Les doigts griffaient le ciment du sol. Un mouvement lent, rythmé, désespéré. Carmen sentit son sang se glacer. La main était celle d'un enfant, d'un garçon ou d'une fille. Elle colla son oreille contre l'ouverture. Et alors, elle l'entendit. Un son qui la hanterait dans ses cauchemars pour le reste de sa vie. Ce n'était pas un pleur. Ce n'était pas un cri. C'était un chant. Une mélodie enfantine, fausse, chantée dans un murmure à peine audible. « Dors, mon enfant, dors maintenant. Le croque-mitaine va venir et te manger. » La voix était celle d'Elena, mais elle semblait brisée. Vieille, comme celle d'une vieille femme prisonnière du corps d'une petite fille. Elle chantait encore et encore la même strophe. Sans s'arrêter, comme un disque rayé, comme une prière. Carmen recula. Elle s'appuya contre le mur en pisé. Elle tremblait de la tête aux pieds. La nausée lui monta à la gorge. Elle dut se mordre la main pour ne pas crier. L'horreur n'était plus un soupçon, c'était une certitude froide et tranchante qui lui transperçait la poitrine. Cette chanson, elle n'était pas destinée à endormir quelqu'un. Elle était destinée à rester éveillée. Pour chasser les monstres qui ne se cachaient pas sous le lit, mais qui marchaient dans la maison. Elle sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine le déverrouiller.
Elle activa l'enregistreur vocal. Elle rapprocha le téléphone de l'ouverture. Et elle enregistra. Elle enregistra le silence. Elle enregistra le grattement des doigts sur le sol. Et elle enregistra le chant interminable et brisé d'Elena. Chaque seconde qui passait était une torture. Elle avait l'impression de violer quelque chose de sacré. L'intimité de la souffrance. Mais elle savait que c'était sa seule arme. Elle resta là, agenouillée dans la poussière, jusqu'à ce que ses jambes se crispent, jusqu'à ce que la lune commence à pâlir à l'horizon. Lorsque le premier rayon de soleil teinta le ciel d'une couleur orange maladive, elle se leva. Elle se sentait sale, pas à cause de la poussière et des déchets, mais à l'intérieur, comme si le mal de cette maison s'était collé à sa peau. Elle conduisit jusqu'à la ville comme un automate. L'enregistrement tournait en boucle dans sa tête. « Dors, mon enfant. Le croque-mitaine arrive. » Le croque-mitaine. Le croque-mitaine avait un nom, et il vivait dans cette maison. Elle arriva au bureau avant tout le monde. Elle attendit Ernesto, son patron, avec l'enregistrement sur son téléphone. Quand il arriva, avec sa tasse de café et son air maussade, Carmen lui fit écouter l'enregistrement, sans dire un mot. Ernesto écouta. Son expression ne changea pas. Il continua à siroter son café. Lorsque le chant prit fin, il posa sa tasse sur le bureau. Il soupira. « Et alors ?» dit-il. « Comment ça ? Et alors ?» La voix de Carmen était un sifflement d'incrédulité. « C'est une petite fille. Elle est enfermée. Elle est terrifiée. » Ernesto se cale dans son fauteuil. Il joignit les mains sur son ventre. « Mendoza, » dit-il d'un ton empreint d'une patience forcée. C'est l'enregistrement d'une petite fille qui chante une berceuse. Elle pourrait être en train de jouer. Elle pourrait être punie dans sa chambre. Cela ne prouve rien. Légalement, cela ne veut rien dire. Et l'absentéisme ? Et le refus de la mère de me laisser la voir. Circonstanciel. Nous pourrions leur envoyer une amende. Peut-être une convocation. Mais nous ne pouvons pas entrer de force dans la maison avec ça. Il désigna le téléphone avec dédain. Le système a besoin de plus, Carmen. Le système est une bête lente et affamée. Et il ne se nourrit que de faits concrets, les preuves irréfutables. Carmen le regarda. Elle regarda son visage complaisant. Sa chemise bien repassée, son bureau bien rangé. Et elle comprit, il n'était pas l'ennemi. C'était pire. Il faisait partie du mur. Une brique de plus dans l'édifice de l'indifférence. L'histoire de l'aide sociale au Mexique était pleine de bonnes intentions et de résultats tragiques. Il en était le résultat. Cyberleninka +1, https, cyberleninka.ru, article N, Kotsialnaya, Rabota, V Mexique, Soderjani, Structura y Functi. Alors, qu'est-ce que je fais ? demanda Carmen. Sa voix semblait abattue. Ernesto sourit, un sourire sans joie. Fais ton travail, Mendoza. Remplis les formulaires. Rédige ton rapport. Et passe au dossier suivant. Il y en a des centaines, des milliers. Tu ne peux pas tous les sauver. Il désigna la pile de dossiers dans un coin. Choisis tes combats, conclut-il. Celui-là, tu ne le gagneras pas. Carmen quitta son bureau. Elle sentit le regard des deux autres travailleurs sociaux posés sur elle. Des regards compatissants. Ou de pitié, ou peut-être de soulagement. Le soulagement que ce ne soit pas leur problème. Elle s'assit à son bureau. Le ventilateur de plafond continuait de tourner, brassant l'air chaud et vicié. Elle regarda sa propre pile de dossiers. Des noms, des dates, des rapports d'absentéisme, rapports de malnutrition légère.
Rapport de violence domestique qui n'aboutissait jamais à rien. Chaque dossier, une petite tragédie ignorée. Ernesto avait raison. Elle ne pouvait pas tous les sauver. Mais elle n'avait besoin d'en sauver qu'un seul. Elle prit son sac et quitta le bureau. Elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Au diable le protocole. Au diable les formulaires. Au diable le système. Si le système ne l'aidait pas, elle agirait en dehors du système. Elle allait sortir Elena de cette maison, même si c'était la dernière chose qu'elle ferait. Pour comprendre la blessure, il faut rechercher la première coupure, l'origine de l'infection. Et dans la famille Ramirez, la blessure était si ancienne que personne ne se souvenait plus quand elle s'était ouverte. Elle faisait partie d'eux, comme la couleur de leur peau ou la forme de leur nez, une hérédité de douleur transmise dans le sang. Tout avait commencé avec Francisca, l'arrière-grand-mère. Elle était arrivée au village au début des années 40, seule, avec un baluchon de vêtements attachés dans le dos et la poussière de sang-chemin collée à la peau. Personne ne savait d'où elle venait. Quand on lui posait la question, elle répondait simplement « de loin ». Et ses yeux se perdaient dans l'horizon, comme si elle cherchait quelqu'un qui la suivait. Francisca était une femme d'une beauté étrange, sauvage. Des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau, des yeux si sombres qu'ils semblaient absorber la lumière, et un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel mot. Les hommes du village la désiraient. Les femmes la craignaient. On disait qu'elle sentait la tempête. Elle épousa un paysan veuf, un homme bon et travailleur nommé Matteo. Il avait 10 ans de plus qu'elle. C'était un homme peu loquace, aux mains calleuses. Matteo lui offrit un toit, un nom de famille et la promesse d'une vie tranquille. Francisca accepta. Pas par amour, mais pour trouver refuge. Elle voyait dans la routine de la campagne et le silence de Matteo une cachette parfaite. Le jour du mariage, elle ne sourit pas. Elle portait une robe empruntée, trop grande pour son corps mince. Et tandis que le prêtre récitait les paroles sacrées, Francisca ne regardait pas son futur mari. Elle regardait par-dessus son épaule, vers la porte de l'église, comme si elle s'attendait à ce qu'une ombre vienne la réclamer à tout moment. Ils eurent un fils, Joaquin. L'enfant hérita du regard sombre de sa mère et de son silence. Dès son plus jeune âge, il fut un enfant solitaire. Il ne jouait pas avec les autres enfants du village. Il préférait passer des heures dans les champs, à observer les fourmis, à parler aux pierres, comme s'il comprenait un langage que les autres ne pouvaient entendre. Matteo essaya de lui apprendre à travailler la terre. Mais les mains de Joaquin n'étaient pas faites pour le labour. C'étaient des mains longues, fines, des mains d'artiste ou de voleur. « Cet enfant n'est pas d'ici », disait Matteo à Francisca le soir. « Il a quelque chose qui ne nous appartient pas. » Francisca répondait simplement « Laisse-le tranquille. C'est mon fils. » Et dans la façon dont elle disait « mon fils », il y avait une possession féroce, comme si Joaquin n'était pas un cadeau, mais une ancre. Quelque chose qui la liait à ce monde. Quand Joaquin avait 10 ans, Matteo est mort. Un serpent à sonnette l'a mordu à la cheville alors qu'il nettoyait un fossé. Il est mort en moins d'1 heure. Le corps secoué par les convulsions provoquées par le venin, les yeux grands ouverts par la surprise. Francisca n'a pas versé une seule larme lors des funérailles. Elle est restée debout près de la tombe ouverte, le regard fixé sur le cercueil en pin bon marché. Son visage était un masque de pierre. Les gens murmuraient « Quelle femme froide !» disait-il. Pas une seule larme pour son mari. Il ne comprenait pas.
Francisca ne pleurait pas parce qu'une partie d'elle-même ressentait du soulagement. La cachette était désormais parfaite. Elle était seule, seule avec son fils, seule avec son secret. Après la mort de Matteo, la maison s'est refermée sur elle-même. Francisca a cessé d'aller au marché. Elle envoyait Joaquin avec une liste et juste assez d'argent. Le garçon marchait vite, la tête baissée, sans parler à personne. Il achetait ce dont elle avait besoin et rentrait s'enfermer. Les habitants du village commencèrent à remarquer des choses étranges. Des lumières dans la maison tard dans la nuit. Francisca parlant seule dans la cour, dans un dialecte que personne ne reconnaissait. Et Joaquin commença à changer. Le garçon silencieux devint un adolescent renfermé, craintif. Il avait des bleus sur les bras, des égratignures sur le visage. Quand quelqu'un lui demandait ce qui lui était arrivé, il répondait simplement « Je suis tombé ». Et il s'enfuyait en courant. Une nuit, le voisin le plus proche, un homme appelé Pedro, entendit des cris. Les cris de Joaquin. « Non! Laisse-moi! Non, s'il te plaît !» Pedro, alarmé, courut vers la maison. La porte était fermée à clé. Il frappa fort. « Francisca, que se passe-t-il? Ouvre la porte !» Les cris cessèrent brusquement. Il y eut un silence. Puis la voix de Francisca, calme, trop calme. « Ce n'est rien, Pedro. L'enfant fait des cauchemars. Rentre chez toi. » Pedro ne bougea pas. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Le mal était une présence physique, une pression dans l'air. « Je vais appeler le shérif », menaça-t-il. La voix de Francisca changea. Elle devint froide, tranchante, comme un morceau de verre brisé. « Si tu fais ça, Pedro, je te jure par tout ce qui est sacré que je te le ferai regretter pour le reste de ta misérable vie. » Ce n'était pas une menace. C'était un jugement. Pedro sentit un frisson le parcourir. Il regarda les yeux de sa femme qui était sortie sous le porche, pâle de peur. Elle secoua la tête. « Partons, Pedro. Cela ne nous regarde pas. » Et Pedro, un homme qui n'avait peur de rien, fit demi-tour. Il rentre chez lui. Il ferma la porte. Et il monta le volume de la radio pour ne pas entendre le silence qui venait de la maison voisine. Cette nuit-là, Pedro apprit la leçon que le village connaissait déjà. On ne se frotte pas aux Ramirez. Joaquin devint un homme sans avoir jamais été un enfant. Un homme grand, voûté, le regard toujours fixé sur le sol. Il hérita de la maison et des terres, mais pas du respect que les gens avaient pour son père. Ils avaient peur de lui, ou pitié, ou un mélange des deux. Francisca vieillit. Son corps rapetissa, mais ses yeux devinrent plus grands, plus sombres. Elle passait ses journées assise dans un rocking chair sous le porche, regardant la route, comme si elle attendait encore que l'ombre qui la poursuivait finisse par la trouver. Elle mourut un matin d'hiver, assise dans son fauteuil, les yeux ouverts. Et une expression qui n'était pas celle de la paix, mais de la surprise. Comme si la mort l'avait prise au dépourvu, alors qu'elle l'avait attendue toute sa vie. Joaquin l'enterra dans le jardin derrière la maison, sans prêtre, sans prière, sans témoin, seulement lui et une pelle. On dit qu'il n'a pas pleuré. Qu'après avoir jeté la dernière pelletée de terre, il est resté un moment à regarder le monticule de terre fraîche. Puis, pour la première fois depuis de nombreuses années, il a souri. Un sourire tordu, étrange. Le sourire d'un prisonnier qui vient d'être libéré. Mais il ne savait pas que la prison n'était pas sa mère. La prison était en lui. Joaquin s'est marié, avec une cousine éloignée, une fille du village voisin. Isabelle. Une fille simple, au rire facile et au cœur généreux. Personne n'a compris pourquoi elle avait accepté d'épouser un homme comme Joaquin.
Peut-être voyait-elle dans son silence une profondeur qui n'existait pas. Peut-être que sa famille l'y a forcé, en échange de quelques têtes de bétail. Ou peut-être était-il simplement le premier à lui avoir demandé sa main. Isabelle a essayé d'apporter de la lumière dans cette maison. Elle a ouvert les fenêtres. J'ai lavé les rideaux, peint les murs en blanc. Mais l'obscurité de la maison était plus forte. C'était une obscurité qui imprégnait les murs, les meubles, la terre. Une obscurité qui se nourrissait des secrets que Joaquin gardait. Ils eurent 2 filles, l'aînée, Rosa, et la cadette, Esperanza. Isabelle essaya de les élever différemment. Elle les couvrait de baisers, de câlins. Elle leur chantait des chansons. Elle leur racontait des histoires. Mais Joaquin ne le permettait pas. « Tu les rends faibles », lui disait-il. « Le monde dévore les faibles. » Il leur interdisait de jouer avec d'autres enfants. Il leur interdisait d'aller à l'école plus que strictement nécessaire. Il voulait les garder à la maison, sous son contrôle, sous son ombre. Isabelle s'est battue. Elle s'est battue pendant des années. Mais la noirceur de Joaquin était un poison lent qui s'insinuait dans ses veines. Son rire s'éteignit. Son cœur s'endurcit. Elle se mit à boire. D'abord en cachette, puis ouvertement. Elle cherchait dans l'alcool un oubli qui ne venait jamais. Un après-midi, Esperanza, qui devait alors avoir 6 ans, trouva sa mère dans la grange, pendue à une poutre, les yeux ouverts et la même expression de surprise que sa grand-mère Francisca. Esperanza n'a pas crié. Elle laissait rester là à regarder, à essayer de comprendre. Puis elle est allée à la maison et a dit à son père « Maman dort dans la grange et elle ne veut pas se réveiller. » Joaquin est allé la chercher, l'a descendue et l'a enterrée à côté de sa mère, dans la même cour, sans prêtre, sans prière, sans témoin. Il a dit aux filles que leur mère était partie, qu'elle en avait eu assez d'elles et les avait abandonnées. Un mensonge cruel, un mensonge qui a semé la culpabilité et la honte dans le cœur de ses filles. Et ainsi, l'histoire s'est répétée. Joaquin s'est retrouvé seul avec ses 2 filles, dans la même maison, avec les mêmes secrets. Et l'obscurité, qui semblait s'être retirée un instant avec l'arrivée d'Isabelle, reprit possession du territoire, avec plus de force, avec plus d'avidité. La lignée obscure était prête pour son prochain chapitre, le plus terrible de tous. Le claquement de la porte du bureau des services sociaux résonna dans la tête de Carmen pendant tout le trajet du retour au village. Ce n'était pas un claquement de porte de colère. C'était un claquement de porte de renoncement. Le renoncement à un système qui lui avait promis des outils pour changer le monde et ne lui avait donné que des formulaires à classer. Le renoncement à l'idée que la justice était un droit et non un privilège, que l'on gagnait avec de l'argent, des relations ou de la chance. Elle conduisait avec un calme effrayant. Le calme qui précède les décisions irrévocables. Elle n'était plus Carmen Mendoza, l'assistante sociale. Elle était simplement Carmen. Une femme qui avait entendu le chant brisé d'une petite fille dans l'obscurité et qui ne pouvait pas simplement monter le volume de la radio. La camionnette empruntée soulevait la même poussière rougeâtre sur la même route misérable. Mais cette fois, Carmen ne le voyait pas. Son regard était fixé sur un point au-delà du pare-brise, sur l'image d'une porte fermée, sur la certitude que derrière cette porte, le temps était compté. Elle n'avait pas de plan. Mais les plans étaient pour les gens qui croyaient que le monde suivait un ordre logique. Carmen avait cessé de croire en la logique dès l'instant où elle avait entendu son patron prononcer le mot « circonstanciel ». Tout ce qu'elle avait, c'était une conviction.
Une conviction qui brûlait dans son estomac comme un charbon ardent. Elle devait sortir Elena de là. Maintenant. Elle arriva chez les Ramirez juste au moment où le soleil commençait à se cacher. L'heure fatidique. L'heure où le monde retient son souffle. Elle gara la camionnette derrière le bosquet sec, où personne ne pouvait la voir. Elle ne prit pas la peine de se cacher. Le temps de la discrétion était révolu. Elle se dirigea directement vers la porte d'entrée. Chaque pas était lourd, délibéré. Elle n'avait pas peur, ou peut-être que si, mais elle était enfouie sous des couches de rage glaciale. Elle arriva devant la porte en bois vermoulu, et pour la première fois, elle remarqua quelque chose. Il n'y avait pas de serrure à l'extérieur. Juste un trou vide. La maison n'était pas conçue pour que quelqu'un puisse y entrer. Elle était conçue pour que personne ne puisse en sortir. Cette image lui donna un frisson qui lui parcourut la colonne vertébrale. Il frappa à la porte avec son poing fermé. Pas avec ses jointures, avec son poing, un coup sec, sourd, exigeant. Ouvrez la porte. Je sais que vous êtes là. Silence. Seul le vent commençait à se lever, sifflant entre les tôles rouillées du toit. Il frappa à nouveau, plus fort. Joaquin, Esperanza, ouvrez, je ne partirai pas d'ici. Il entendit un bruit à l'intérieur. Un traînage de pieds, lent, lourd, les pas de quelqu'un qui ne veut pas arriver à destination. La porte s'ouvrit. Pas une fente. Elle s'ouvrit complètement. C'était Joaquin. Il se tenait sur le seuil, se découpant dans la pénombre de la maison. Il semblait plus grand, plus mince que dans les souvenirs de Carmen. Comme un arbre sec. Il portait la même chemise sale que d'habitude. Ses yeux, petits et sombres, la regardaient sans surprise. Comme s'il l'attendait. Derrière lui, dans l'obscurité du couloir, on devinait la silhouette immobile d'Esperanza. « Que voulez-vous » dit Joaquin. Sa voix était rauque. « Je viens chercher Elena » répondit Carmen. Sa propre voix semblait ferme, étrangère. « Je ne partirai pas sans elle. » Joaquin esquissa ce qui aurait pu être un sourire. Mais il n'y avait aucune joie dans son regard. C'était un rictus de mépris. « Vous n'emporterez rien d'ici, » dit-il. « C'est ma maison. Et mes filles. » Il fit un geste pour fermer la porte. Mais Carmen fut plus rapide. Elle glissa son pied dans l'interstice. Le bord de la porte heurta sa botte avec un claquement sec. « Non, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Le jeu est fini, Joaquin. » Le regard de Joaquin changea. La fatigue fit place à une lueur ancienne et dangereuse. La même folie que Pedro, le voisin, avait vue dans les yeux de Francisca des décennies auparavant. « Vous ne savez rien, » siffla-t-il. Il poussa la porte avec force. Carmen dut utiliser tout son poids pour ne pas être écrasée. La lutte dura quelques secondes. Une lutte silencieuse et brutale sur le seuil de la maison maudite. Et puis, du fond de la maison, un bruit se fit entendre. Un coup. Puis un autre. Et un gémissement de douleur. C'était la voix d'Elena. Tous trois restèrent figés. Le bruit brisa le charme de l'affrontement. Le regard de Joaquin vacilla. La silhouette d'Esperanza au fond frémit. Et Carmen sentit une vague d'adrénaline pure la submerger. Elle profita de cette seconde de distraction. Elle poussa la porte avec une force qu'elle ne se savait pas posséder. Joaquin trébucha en arrière. Carmen entre dans la maison. L'odeur la frappa comme un mur. Une odeur épaisse, nauséabonde. Un mélange de saleté, de sueur, de nourriture en décomposition et d'autres choses. L'odeur indubitable du désespoir. Le couloir était presque plongé dans l'obscurité. La seule lumière provenait d'une ampoule nue
qui pendait au bout du couloir et clignotait. Les murs étaient tachés, couverts de gribouillis d'enfants faits avec quelque chose qui ressemblait à du charbon. Des cercles. Des centaines de cercles noirs. « Elena » appela Carmen. Sa voix tremblait. Le gémissement retentit à nouveau. Il provenait de la dernière porte à droite. Carmen courut dans le couloir. Elle ignora Joaquín, qui se relevait du sol en grognant. Elle ignora Esperanza, qui s'était recroquevillée contre le mur, les mains couvrant son visage. Elle arriva à la porte. Elle était fermée par un verrou en fer à l'extérieur. Un verrou épais et rouillé, comme celui d'une cellule. Avec des doigts tremblants, elle le fit glisser. Le métal grinça en signe de protestation. Elle ouvrit la porte. La pièce était petite. Elle n'avait pas de fenêtre. Les murs, comme ceux du couloir, étaient couverts de cercles noirs. Sur le sol, un matelas crasseux. Et sur le matelas, Elena. Elle était recroquevillée en position fétale. Mais ce n'était pas cela qui glaçait le sang. À côté d'elle, il y avait 2 autres silhouettes. 2 enfants. Un garçon et une fille. Plus petits qu'Elena, ils étaient immobiles, pâles, les yeux ouverts, fixés au plafond. Ils ne semblaient pas respirer. Et debout, au milieu de la pièce, il y avait une silhouette. Rosa, la sœur aînée. Celle dont tout le village disait qu'elle était partie dans le nord depuis des années. Elle était là, plus mince, plus âgée, avec le même regard vide que sa mère. Elle tenait dans sa main un bâton en bois, et elle regardait Elena, qui gémissait sur le matelas. Carmen resta paralysée sur le seuil. Son cerveau refusait d'assimiler la scène. C'était une image de l'enfer. Un enfer intime, familier. Elle comprit les coups qu'elle avait entendus. Elle comprit toute la vérité. Ce n'était pas seulement Joaquín. C'était tout un système familial. Une roue de la violence qui tournait et tournait, écrasant chaque nouvelle génération. Elle sortit son téléphone. Ses mains bougeaient instinctivement. Elle composa le 911. Lorsque l'opérateur répondit, Carmen ne put parler. Seul un sanglot étouffé sortit de sa gorge. « Maison, au bout de l'allée, Ramirez, les enfants, balbutia-t-elle. « Venez, s'il vous plaît. » Elle laissa tomber le téléphone. Le bruit du plastique heurtant le sol la sortit de sa torpeur. Elle entra dans la chambre. Rosa la regarda. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux. Seulement un vide infini. Elle laissa tomber la baguette sur le sol. Carmen s'agenouilla près du matelas. Elle toucha Elena. La peau de la petite fille était froide, moite. Elle avait un bleu sur la joue qui commençait à enfler. « Elena, » murmura-t-elle, « je suis là. C'est fini. » Les 2 autres enfants ne bougeaient pas. Carmen prit leur pouls. D'abord celui de la petite fille, puis celui du garçon. Rien. Le silence dans leurs veines était absolu. Ils étaient morts. Depuis peu. Peut-être quelques heures. L'odeur douceâtre qu'elle avait remarquée auparavant prenait maintenant tout son sens. Le cri de Carmen était déchirant. Un son animal, primitif. Un son qui venait du plus profond d'elle-même. Un son qui portait tout le poids de l'horreur, de l'indifférence, du silence. Ce cri sembla réveiller toute la maison. Esperanza, dans le couloir, se mit à sangloter. Des sanglots secs, sans larmes. Joaquín, qui était entré dans la chambre derrière Carmen, resta à regarder les corps des enfants. Et pour la première fois, une fissure apparut sur son visage de pierre. Une expression de... Quoi? De douleur, de perte, d'échec? Ils se sont brisés, murmura-t-il. Ils n'ont pas tenu le coup.
Les gyrophares des voitures de police peignirent les murs de la chambre de bleu et de rouge. Le bruit des sirènes, qui se rapprochaient rapidement, était le plus beau son que Carmen ait jamais entendu de sa vie. Les policiers entrèrent en masse. Ils criaient des ordres. Ils pointèrent leurs armes. La scène devint un chaos d'uniformes, de lampes torches et de voix à la radio. Ils menottèrent Joaquín, Esperanza, Rosa, qui n'opposa aucune résistance. Elle ressemblait à un fantôme. Ils firent sortir Carmen de la pièce. Ils l'assirent sous le porche. Ils posèrent une couverture sur ses épaules, même s'il ne faisait pas froid. Un ambulancier lui parlait, mais elle ne comprenait pas ses paroles. Elle ne voyait que les sacs noirs. 2 petits sacs noirs qui sortèrent de la maison. Puis, Elena, sur une civière, avec un masque à oxygène et les yeux fermés. L'échec du système n'était pas de ne pas être arrivé à temps. L'échec du système était d'avoir créé un monde où une maison comme celle-là pouvait exister. Un monde où le protocole est plus important que l'intuition. Où un formulaire vaut plus qu'un appel à l'aide. Où l'indifférence se déguise en professionnalisme. Carmen est restée là, enveloppée dans sa couverture, tandis que la nuit engloutissait la maison des Ramirez. Elle la regardait, désormais pleine de lumière et de monde. Mais elle savait que lorsque tout le monde serait parti, l'obscurité reviendrait. Car cette obscurité ne vivait pas dans la maison. Elle vivait en chacun d'eux. Dans le voisin qui avait monté le volume de la radio, dans le patron qui lui avait dit de choisir ses combats, dans l'opérateur du 911 qui lui avait demandé d'épeler le nom du village alors que des enfants mouraient, et en elle-même, pour avoir mis tant de temps. Le système n'avait pas échoué cette nuit-là. Il avait démontré, avec une efficacité brutale, à quoi il était réellement destiné. Gérer les conséquences de l'horreur. Jamais la prévenir. Le procès n'a fait que quelques remous dans les journaux locaux. Une brève dans la rubrique Faits divers. La famille de l'horreur de Sonora, l'ont-ils appelé. Un titre morbide qui a fait la une pendant quelques jours avant d'être remplacé par le scandale suivant, le prochain match de football, la prochaine dévaluation. Les gens lisent ces nouvelles avec un mélange d'horreur et de soulagement. Horreur pour ce qui s'est passé. Soulagement parce que cela ne leur est pas arrivé. Puis ils tournent la page. Et oublient. Joaquín Ramirez a été condamné à la prison à perpétuité. Il n'a jamais parlé. Ni au procès, ni en prison. Il s'asseyait dans sa cellule, jour après jour, regardant un mur blanc. Peut-être voyait-il sur ce mur les visages de ses parents, de ses femmes, de ses enfants. Ou peut-être ne voyait-il rien du tout. Il est mort d'un cancer de la gorge 7 ans plus tard. Une ironie cruelle pour un homme qui avait bâti son empire sur le silence. Rosa, la sœur aînée, celle qui était revenue pour perpétuer le cycle, a été déclarée irresponsable pénalement. Elle a été enfermée dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Les médecins ont déclaré que son esprit était un labyrinthe de traumatismes dont elle ne pourrait jamais sortir. Elle passait ses journées à tricoter. Avec ses propres cheveux. Elle tressait de longues tresses noires qu'elle défaisait ensuite. Encore et encore. Tissant et détissant l'histoire de sa famille, sans début ni fin. Esperanza, la mère, celle qui a ouvert la porte, celle qui a murmuré « Sortez-les d'ici », a reçu une peine réduite. 20 ans. Pour complicité. Pour omission. Pour le crime d'avoir survécu. En prison, elle est devenue jardinière. Elle s'occupait d'un petit potager dans la cour. Elle plantait des tomates, des piments, des courges. Elle arrachait les mauvaises herbes avec une féroce détermination. Comme si elle essayait d'arracher à la racine les mauvaises herbes qui avaient poussé dans son propre sang.
Elena a été la seule à avoir une chance. Ou du moins, c'est ce que nous aimons croire. Elle a été adoptée par une famille d'une autre ville. Une famille qui lui a donné un nouveau nom, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Elle a suivi une thérapie pendant des années. Elle a réappris à parler. Elle a réappris à sourire. Elle a réappris à dormir sans laisser la lumière allumée. Mais certaines blessures ne se voient pas. Ce sont des blessures qui marquent l'âme. On dit que parfois, quand elle pense que personne ne la voit, elle s'assoit par terre et dessine des cercles noirs, parfaits, avec son doigt sur la poussière d'un meuble ou sur la buée d'une vitre. Un écho inconscient, le fantôme d'une cage qui ne la quittera jamais complètement. Carmen Mendoza n'a plus jamais exercé le métier d'assistante sociale. Le système l'avait brisée, ou peut-être l'avait-il libérée. Elle s'est consacrée à la photographie. Mais elle ne photographiait pas des paysages, ni des visages souriants. Elle photographiait des objets abandonnés. Une poupée cassée dans une décharge. Une chaussure solitaire au milieu de la route. Une chaise vide dans une maison en ruine. Elle cherchait la beauté dans ce qui était brisé. Elle cherchait l'histoire dans ce qui était oublié. Elle n'a jamais exposé ses photos. Elles étaient uniquement pour elle. Un dialogue silencieux avec les fantômes de son passé. Des années plus tard, une équipe d'anthropologues légistes a fouillé le jardin derrière la maison des Ramirez. Ils cherchaient des preuves. Ils cherchaient des réponses. Ils n'ont pas trouvé que les restes d'Isabelle, la femme de Joaquin. Ni seulement ceux de Francisca, la matriarche. Ils ont trouvé plus, sous eux, plus profondément. Les petits os de plusieurs nouveau-nés, fragiles, anonymes, enfants du silence, enfants de la peur, graines d'un arbre maudit qui poussait depuis des décennies dans cette terre. L'horreur était plus ancienne, plus profonde que personne ne l'avait imaginé. La maison est toujours là, au bout du chemin bordé d'arbres secs. Personne n'a osé la démolir. Personne n'a osé acheter le terrain. C'est un monument à l'indifférence, une cicatrice sur le visage du désert. Les habitants disent que les nuits de pleine lune, si vous passez par là et que vous coupez le moteur de votre voiture, vous pouvez entendre quelque chose. Ce ne sont pas des cris. Ce ne sont pas des gémissements. C'est un chant, un murmure, une berceuse brisée, chantée par de nombreuses voix, les voix de tous les enfants qui n'ont jamais eu de nom, demandant de ne pas les oublier. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans la prochaine Réalité interdite.